À quoi ça sert d'aller fouiller dans le passé pour connaître toutes les crues et les inondations d'un territoire donné? Jusqu'où remonter dans le temps? Quelles archives utiliser? Comment les interpréter et les valoriser? Faut-il s'intéresser aux petites crues, aux moyennes crues ou aux grosses crues? Doit-on prendre en compte l'inondation exceptionnelle dans les cartes de risque ou d'urbanisme? Bref, à quoi ça sert les études historiques sur les événements passés? Et c'est quoi finalement ce qu'on appelle la mémoire des risques? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Yannick Robert, qui dirige le pôle expertise au sein du service de restauration des terrains en montagne de l'Isère. Grand spécialiste de ces questions depuis plus de 20 ans, il vient notamment de réaliser pour le CIRA, le syndicat isérois des rivières Rhône-Aval, une étude historique sur le bassin versant des 4 vallées en collaboration avec le bureau d'études Progéo. Et d'abord, une question. Quelle est la plus grosse crue que le territoire des 4 vallées a connue au cours des derniers siècles? Ah! Jusqu'à ce qu'on réalise vraiment l'étude historique, c'était la crue de 1983 sur le territoire des 4 vallées et de la Gère. 1983 semblait être la crue vraiment presque qualifiée de centennale, que ce soit dans les études d'hydrologie, par la population, etc. Et là, il s'est avéré que, on a commencé à approfondir, on s'est rendu compte que, par exemple, toujours en restant au XXe siècle, la crue de 1946 était peut-être plus importante. On commençait à avoir des zones inondées qui n'avaient pas été en 83, par exemple. En 1946, l'emprise urbaine de Vienne, son agglomération, n'était pas la même non plus, pour le coup. On continue à remonter, on arrive au 19e siècle, et puis on retrouve des grandes crues qui sont aussi des grandes dates nationales, 1841, 1856, les grandes crues du Rhône notamment. On se rend compte que sur la Gère et ses affluents, ça a été aussi des crues majeures. On a retrouvé des rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, je ne l'ai pas cité, mais il y a notamment aussi toutes les études réalisées par Maurice Pardet, grand hydrologue notamment du Rhône, de ses affluents, et par Maurice Champion, qui a été le premier en France, en tant qu'historien amateur, à collecter l'ensemble des crues aussi loin qu'on pouvait remonter sur le dernier millénaire. Et donc là, il y avait quand même des dates, ces dates ressortaient, et là on a trouvé une abondance de documentation qui nous a montré que les cotes de la Gère en crue étaient bien supérieures à celles qu'on avait en 1946 ou en 1983 par exemple. Et puis, chemin faisant, on arrive au XVIIIe siècle, où là, il y avait une date qui semblait ressortir, notamment sur le secteur, on va dire, de Vienne, toujours sur la Gère, mais beaucoup plus sur la vallée de la Vesonne, les Strablins et la partie amont du bassin versant. C'était 1750. Et là, 1750 semblait être une crue, mais alors vraiment hors norme, pour le coup, par rapport à toutes celles qui lui ont succédé, avec des cotes relevées et des témoins de crues qui sont de loin très supérieurs à tout ce qui était connu, notamment les crues de 83, puisqu'on en a déjà parlé, voire même les crues du 19e siècle en 1856 ou 1841. On a retrouvé, puisqu'ils ont été conservés au moins à 2 endroits, donc ces cotes, on a retrouvé des cotes d'eau, des estimations de débit qui ont été beaucoup discutées d'ailleurs à l'époque. Et là, sans commune mesure, on serait peut-être sur une crue qu'on pourrait qualifier peut-être pas de millénale, de cinquantennale, mais en tout cas, le phénomène un peu rare et extrême que le bassin a pu connaître. On avait également des crues documentées au XVIe et au XVe siècle. Alors documentées, l'intérêt aussi de l'étude historique finalement sur les 4 vallées, c'est qu'on a une ville très importante, c'est Vienne, et c'est une ville depuis l'époque romaine. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de témoignages sur la vie de la cité, son expansion, et donc tous les risques, et notamment les crues du Rhône qu'elle a subies, mais également les crues de ces 2 affluents majeurs, la Gère et la Cévenne. Donc c'est aussi à ce titre-là qu'on a beaucoup d'informations, grâce à Vienne finalement, sur les crues de la Gère qui se sont propagées dans la ville. Voilà, donc finalement 1750 va rester, en tout cas comme la crue majeure, assez bien documentée. On aurait aimé avoir plus de documents, mais évidemment, on remonte à un siècle, là, ça devient plus compliqué. Bien documenté, en tout cas, sur la partie inondée, dans les zones plus urbaines et sur certaines portions du territoire de la commune des Strablins. On voit aussi que c'est une crue qui est restée très circonscrite d'un point de vue géographique.
Les crues dont j'ai parlé, surtout au 19e et 20e siècle, sont les crues très générales, c'est-à-dire qu'elles concernent quasiment tout le bassin du Rhône, une bonne partie de tout le territoire du Nord-Isère, donc voilà, une grosse amplitude géographique. 1750, on ne la retrouve que sur une portion finalement très réduite, à la fois du bassin versant de la Gers, pour le coup, et uniquement sur les quatre vallées. On ne la retrouve pas du tout sur les bassins limitrophes ou sur d'autres bassins qui sont gérés par ailleurs par le CIRA. Voilà, donc ça nous fait dire que c'est aussi en cela que c'est un événement assez exceptionnel, pour le coup. Et on n'a pas, par contre, c'est tout le problème quand on remonte au 19e et surtout au 18e siècle, les données météorologiques en fait, et climatiques qui permettraient aujourd'hui de nous donner plus d'informations sur le déroulement du phénomène. Est-ce que c'était un phénomène très orageux? Est-ce que c'était un phénomène, par exemple, de pluie brutale derrière une période très humide? Aujourd'hui, voilà, on n'a pas du tout cette donnée-là. Et on s'est rendu compte, au travers de l'étude, en tout cas, qu'on ne pourrait jamais acquérir ces données de manière certaine parce qu'elles ne sont pas relatées dans les rapports faits à l'époque. Alors la crue 1750, en fait, elle n'était pas connue. Alors pas connue dans le sens où on n'en parlait pas, c'était pas un événement récurrent dans les études historiques qu'on avait pu mener ou encadrer par ailleurs. Pourtant, elle apparaissait déjà bien dans la base de données RTM, mais voilà, c'était une date perdue au fin fond finalement de la base de données, sans la moindre information importante, à part peut-être un témoin de crue au hameau de la Gabetière à Estrablin, ce qui ne voulait pas dire finalement grand-chose. Mais on savait qu'il y avait un témoin de crue. Alors on s'est quand même focalisé sur cette crue, puisque déjà, en parcourant la documentation existante, le livre de Maurice Champion, sur les crues jusqu'en 1850 en France, et en reparcourant ensuite la thèse et les différents ouvrages de Maurice Pardet, la crue est citée assez souvent. Puis on a vu qu'il y avait notamment des estimations de débit, on a vu qu'il y avait des cotes qui existaient à Vienne. Donc on a approfondi nos recherches aux archives départementales, et là, oui, on s'est vraiment rendu compte que c'est une crue hors norme. Donc tout de suite, ça a pris son importance. Et ça nous a valu beaucoup d'échanges et de discussions avec le CIRA sur comment caractériser cette crue dans la chaîne des autres crues connues aussi, qui avaient aussi leur importance, mais qui étaient beaucoup moins intenses, en tout cas, que celle de 1750. Et en quoi elle est plus intense? Hauteur d'eau, débit, dégâts? Les débits, on ne le saura jamais vraiment, puisque des estimations donnaient 1000 m3. Maurice Pardet a revu les estimations des ponts et chaussées en disant que ça n'a pas dû dépasser les 400 m3 secondes. Bon, tout ça avec une crue centenale qui, avant l'étude historique, était à, je crois, 180 m3 par seconde. Voilà, donc on a quand même des facteurs 10, là, de toute façon, entre 4 et 10, donc de toute façon, les facteurs exceptionnels. Donc déjà, les débits, qui correspondent en effet à des hauteurs d'eau, qui pour le coup, au moins sur 2 endroits, sont clairement exprimés, et on a une différence où la crue 1750, en gros, c'est au-delà d'une hauteur d'homme, au hameau de la Gabetière, sur un mur, ou la crue de 1983, qui servait de référence jusqu'à présent, c'est 20 cm au-dessus simplement du sol. Voilà. Donc ça, c'est les témoignages imparables, et on se rend compte qu'au début, c'était ça. Est-ce que vraiment c'est une crue mythologique finalement, ou c'est une crue vraiment réelle? Et l'abondance de documentation, même si elle est ancienne, et même si c'est la documentation des fois qui est postérieure à la crue, qui a été reprise par des ingénieurs hydrauliciens des ponts, notamment au XIXe siècle, a permis de vérifier et de valider en fait l'existence de cette crue rare, très rare en tout cas. Alors on va dire que c'est sans doute la première fois que je le vois oui, avec autant d'écart entre les crues historiques documentées, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, et connues. Avec un tel écart, alors par contre, là je parle en tout cas pour l'Isère, on a quand même des crues peut-être un peu plus récentes, c'est-à-dire 19e, 20e siècle, on a quand même des facteurs importants d'écart entre les crues connues et les crues mesurées. C'est par exemple à Valdaine en 2002, là il y a vraiment une crue morphogène très importante qui, à l'échelle d'une vallée, a causé des dégâts et des changements de paysage qui ont été quand même assez durables. On a la crue de la Morge à Voiron en 1897, donc on a quand même des dates connues, bien documentées, mais plus proches de nous, déjà, voire même très très proches de nous. Remonter aussi loin et pour avoir une crue finalement encore plus exceptionnelle,
c'était pas monnaie courante ou chose courante connue en tout cas à l'échelle du département. Ça a été une crue qui a été vraiment très destructrice. La plupart des ponts et des routes ont été submergés, voire détruits par l'inondation. Il y a eu notamment sur Estrablin, voilà, donc, des hauteurs d'eau très importantes déjà, des bâtiments inondés. Il n'y a pas eu énormément de destruction de bâtiments, parce que par rapport au... On a pu donc, au travers de l'étude historique également, consulter tous les cadastres napoléoniens, les cadastres anciens. Donc là-bas, ça commence aux alentours de 1814-1815. Les derniers cadastres sont faits en 1820. Donc finalement, c'est 70 ans après la crue. Donc je pense que c'est un bon témoignage de ce qu'il y avait sur l'emprise, en tout cas des zones construites. Et on se rend compte que finalement, dans les fonds de vallée, principalement avant d'arriver à Vienne, c'était très agricole. On avait quelques fermes, quelques grands hameaux, mais on n'avait pas du tout de villes, de villages construits. Ou une zone urbaine aussi étendue qu'elle pouvait l'être aujourd'hui. Donc les dégâts de ce côté-là ont été assez limités, mais les champs ont été totalement ravagés. On est sur une crue de toute façon en plus d'été, c'est quand même aussi important à souligner. Les cultures sont vraiment à plein, la plupart n'ont pas du tout été ramassées, donc il y a des pertes très lourdes de ce côté-là. Puis quand on s'approche de Vienne, donc au travers de la confluence Vesoul-Gers, là on retrouve toutes les industries déjà de l'époque. Donc on avait des tissanderies, on avait beaucoup de moulins, on avait déjà des moulins à papier, des filatures, voilà, toute l'industrie viennoise historique établie le long de la Gers a énormément souffert. Il y a eu des destructions là totales de bâtiments. On a des bâtiments qui se sont effondrés, bâtiments d'habitation notamment dans la ville de Vienne. A priori, il n'y a pas eu de crue concomitante du Rhône et de la Gers à ce moment-là, pour le coup, puisqu'on était plutôt voilà, sur une crue d'été où le Rhône était plutôt bas. Alors j'irais fort heureusement, parce qu'une conjonction en plus des deux crues aurait sans doute mené à des dégâts encore plus importants. Voilà. Mais ce qui est beaucoup relaté également dans les rapports, c'est l'insalubrité qui s'en est suivie dans la ville de Vienne suite à ces destructions et à cette crue. Maladies, notamment bactéries, etc. En fait, il était cité dans une étude des années 90, ou fin des années 80, par rapport à un plan voilà, qui avait été retrouvé sans doute déjà aux archives départementales, et où c'était donc cité repère de crue sur un mur du hameau de la Gabetière, simplement. Par contre, on n'avait pas de photos, on n'avait rien de particulier. Donc ça a bien sûr titillé notre curiosité. C'est déjà retrouver l'endroit exact de ce repère de crue, savoir s'il existait encore. Donc après quelques recherches finalement assez rapides, on a découvert que ce hameau, en tout cas ce qu'il en restait, était aujourd'hui un hôtel, plutôt assez luxueux. Nous y sommes rendus au moment où nous faisions nos enquêtes historiques au niveau des communes. Les propriétaires nous ont reçus, nous ont bien sûr tout de suite, ils ont d'ailleurs été intéressés par l'étude qu'on menait. Voilà. Ils nous ont tout de suite dit que le repère était très bien conservé, qu'eux-mêmes l'entretenaient. Ils nous l'ont montré, on a pu le prendre en photo. On s'est rendu compte justement de sa hauteur et de son ampleur, ce qui nous a tout à fait sidérés à ce moment-là. Les propriétaires, qui étaient des propriétaires plutôt récents, ce n'est pas les propriétaires historiques évidemment, nous ont dit qu'ils n'avaient pas d'autres témoignages ou d'autres marques sur les bâtiments, mais qu'en tout cas, dans la tradition orale, c'était de toute façon, cette crue se transmettait de génération en génération, hein, comme vraiment une des crues les plus importantes qui ait connu cette vallée. En fait, là, à ce moment-là, on faisait vraiment l'enquête à deux, parce qu'on voulait récolter le maximum d'informations le long de la vallée de la Vézonne. Et là, quand on est arrivé, voilà, vraiment tous les deux face à ce repère, la première chose qu'on a dit, parce qu'on levait la tête quand même pour regarder le repère, c'est de se dire mais c'est impossible. Ça nous paraissait dantesque, impossible, en disant mais même comment les bâtiments ont pu résister à une telle ampleur de crue.
On a commencé à se dire, bon, est-ce que le lit de la Vézonne était au même endroit, parce que la Vézonne coule juste à côté, hein, pour le coup. Est-ce que finalement elle pouvait être à un autre endroit, que la zone de puis, en reprenant la topographie qu'on avait, le secteur, on s'est mis à l'évidence que de toute façon, c'était vraiment un débordement majeur. Si les bâtiments, eux, avaient résisté, c'est qu'on était là sur c'est une belle maison forte en fait à la Gabetière, des murs épais, des murs en pierre, voilà, maçonnés, etc. Donc il y a sûrement dû avoir des dégâts, mais pour le coup un bâtiment qui potentiellement a pu mieux résister que d'autres. Et le fait en plus qu'on retrouve par la suite, au-delà de cette sidération, d'autres témoignages beaucoup plus abondants sur la ville de Vienne et l'ampleur de la crue à Vienne, nous a conforté dans le fait que de toute façon c'était une crue bien réelle et qu'elle avait vraisemblablement atteint la hauteur qui était aujourd'hui marquée, quoi. C'est très important parce que, comme on l'a déjà un peu démontré, plus on remonte dans le passé, plus on a quand même tendance à trouver des phénomènes relativement rares et donc forcément exceptionnels. Très souvent, on manque de repères, de données pour qualifier le côté rare de ces crues. Là, 1750 nous montre que la crue est bien réelle, qu'elle a vraiment été exceptionnelle par les hauteurs, les débits atteints et sans doute les destructions, parce que c'est vraiment la seule crue qui nous montre des destructions importantes de bâtiments, d'usines, de routes, à l'échelle des 4 vallées sur les 300 dernières années. Cette crue ne s'est jamais reproduite jusqu'à présent. On a eu des crues d'intensité importante, des crues débordantes, il y a eu quantité de phénomènes, hein, comme on l'a déjà bien mis en évidence. Est-ce qu'elle peut représenter un possible futur? De toute façon, à l'échelle statistique, cette crue se reproduira, indépendamment des changements, je dirais, climatiques. Parce que 1750, on est en plein petit âge glaciaire, ça va parler pour certains, on est plutôt sur une période donc, de refroidissement, plus humide. On est sur le XVIIIe siècle, en tout cas un siècle qui est marqué durablement par des crues très importantes sur des plus gros cours d'eau. C'est notamment le cas de l'Isère, du Drac, c'est le cas du Rhône, de la Loire. Voilà. Donc finalement qu'on ait des crues tout aussi importantes sur des plus petits cours d'eau, des sous-affluents, ça paraît pas être finalement une exception à la règle. On passe au XIXe siècle et au XXe siècle où on a une évolution climatique, hein, fin du petit âge glaciaire au XIXe siècle, une période tempérée sur la première moitié du XXe siècle, qui commence à se réchauffer durablement sur la dernière moitié, et puis là on attaque un début du XXIe siècle marqué par un changement climatique assez brutal. Qu'est-ce que laissent présager aujourd'hui les tendances par rapport à ce changement climatique? On n'en sait rien, en tout cas il y a plein de possibilités, certainement des phénomènes peut-être plus violents, et en tout cas plus intenses que ceux qu'on a pu connaître, mais quand? Les 50 dernières années? Ou les 300 dernières années. Il n'y a pas de stabilité de toute façon climatique. Là, ce qu'on a plutôt eu tendance nous à montrer, c'est que les crues avaient leur importance sur les 4 vallées et étaient plus importantes sur des périodes plutôt de péjoration climatique, de refroidissement, pas des périodes de réchauffement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Et puis sur des crues aussi exceptionnelles, dont on ne connaît pas du tout d'ailleurs les facteurs déclenchants. On ne connaît pas la météo, le climat à ce moment-là. Est-ce que c'est un orage hyper violent qui s'est déclenché localement, sur des intensités totalement exceptionnelles, et ça a généré finalement cette crue? C'est une probabilité, on n'en saura jamais plus. Est-ce que ça peut se reproduire demain, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 400 ans? Oui. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on doit le prendre en compte ensuite dans nos scénarios d'aménagement? Là, c'est beaucoup plus compliqué à dire. D'autant que cette crue, finalement, n'a concerné qu'une fraction du bassin versant, n'a pas concerné la totalité du bassin versant de la Gers. Est-ce qu'elle peut se reproduire ailleurs sur le bassin versant? Peut-être. Et finalement, peut-être que c'est pas la vallée de la Vézonne qui sera la plus durablement touchée. Peut-être que ce sera la vallée de la Vega. Peut-être c'est la vallée de la Haute-Gers. Peut-être que ce sera la Cévennes. Donc en fait, grande difficulté à aller prédire un futur de toute façon incertain. C'est déjà important par contre d'avoir pu caractériser des crues moins intenses que celles de 1750, mais finalement qui ont eu une plus forte récurrence et qui se rapprocheraient déjà plus de la crue vers laquelle on voudrait avoir un bon niveau de protection et un bon niveau de connaissance. D'autant que ces crues en général moins intenses sont beaucoup plus généralisées au bassin versant et concernent aujourd'hui beaucoup plus de monde si on prend en compte simplement les enjeux et leur vulnérabilité.
La connaître, c'est pour se dire que sur un territoire donné, on a toujours un phénomène exceptionnel ou rare qui peut arriver. Mais plutôt que ce soit un phénomène calculé, c'est-à-dire purement théorique, avec une courbe de débit qu'on trace et puis on met un point en disant voilà la crue 500nale, la crue millénale c'est ça, mais c'est théorique. Là on a une crue de référence à laquelle se raccrocher, parce qu'elle a réellement existé. Alors peut-être qu'il y a une crue qui est encore plus rare, qui pourra arriver. Pour le coup elle n'est pas documentée ou elle est tellement ancienne que de toute façon on n'arrivera jamais à la localiser précisément. Là, c'est de se dire on a un point aujourd'hui sur quelque chose qui est supérieur à un temps de retour de l'ordre de 100 ans, de l'ordre de 200 ans. Voilà, c'est quelque chose de très rare. C'est important à savoir. Est-ce qu'on doit pouvoir arriver à la gérer, à s'en prémunir? C'est quasiment impossible. Au niveau d'enjeu, le niveau d'occupation aujourd'hui de notre territoire, le fait aussi que ce soit une crue qui a été rapide, tout s'est déroulé en moins de 24 heures, on ne pourra jamais aujourd'hui complètement arriver à la maîtriser sur l'emprise du territoire, si ce n'est à vouloir peut-être raser la moitié des habitations, des industries existantes pour laisser suffisamment de place à cette crue. Parce qu'on va devoir raser toutes les maisons de Vienne au bord de la Gers, qui en plus ont un caractère patrimonial et historique, c'est impossible. Par contre, on pourra diminuer ses effets, sans doute, en la connaissant mieux, et au travers des crues moins rares, mais sur lesquelles on pourra avoir un bien meilleur niveau de protection, ça permettra aussi de limiter les effets sur les vies humaines, en ayant connaissance de cette crue qui pourrait en effet se reproduire demain comme dans 400 ou 500 ans. Ça passera aussi vers peut-être une meilleure prise en compte au sein des documents de gestion de crise, que sont par exemple les plans de communaux de sauvegarde, en disant ça peut arriver, et pour une crue supérieure à la crue de référence, qui va être la crue de référence centenale sur ce bassin versant, par exemple crue 1750, aujourd'hui on arrivera à l'annoncer cette crue. On n'arrivera pas forcément à savoir qu'elle va être exceptionnelle, mais on va être dans des conditions météorologiques tellement dégradées, annonçables aujourd'hui par les différentes politiques de vigilance, que 24 heures, 48 heures à l'avance, on pourra déjà avoir une préparation qui limitera fortement les conséquences et les dommages liés à l'intensité du phénomène. Alors, à part bien sûr la crue de 1750, il y a toutes les crues du 19e siècle qui ont été vraiment bien redocumentées. Et là on a quand même toute une série de 3 à 4 crues vraiment importantes entre les années 1840 et 1860, et puis ensuite une recrudescence de crues fin 19e et début 20e siècle aussi. On a une crue en 1935 et 1946, c'est deux dates qui ressortaient mal, et on se rend compte que ce n'est pas des crues très importantes finalement à Vienne. C'est des crues beaucoup plus importantes dans les sous-bassins versants, c'est notamment dans la vallée de la Cévennes. On a vraiment des crues très importantes qui se propagent à ces dates-là. Et ce qu'on a aussi bien mis en évidence, c'est qu'ensuite, mais on le savait déjà, c'est les crues des années 80, 90, et puis les crues plus récentes. Voilà. Et finalement, en creux, ce que ça met aussi en évidence, c'est les périodes de calme hydrologique. Vraiment, là, autant on peut se dire qu'au XVIIIe, XIXe siècle, par manque d'informations historiques, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu de crue. C'est simplement qu'il n'y a peut-être pas de documentation qui a été conservée aux archives départementales. Mais de se dire finalement entre 1956, date de la dernière crue d'importance sur la Vega, et 1983, il n'y a pas de crue marquante. Il n'y a pas de crue qui génère des inondations. Et là, on ne peut pas dire que c'est un défaut de documentation. Les archives, elles sont disponibles, elles sont souvent numérisées aujourd'hui. Et ces calmes hydrologiques, on l'a retrouvé pareil entre la Première Guerre mondiale et les années 1930-1935 notamment. Donc ça veut dire que sur certains territoires, et c'est le cas également sur les quatre vallées, on a des périodes beaucoup plus calmes. Sans crues en tout cas suffisamment marquantes pour qu'elles aient généré des rapports, des travaux également, sur le territoire. Depuis par contre les années 83, donc crue de la Gers qui a vraiment finalement permis à tout le monde de prendre conscience que la Gers pouvait de nouveau déborder et pouvait inonder des secteurs importants. On a quand même eu à chaque fois, minimum tous les 10 ans, une crue d'importance. On a 1993, qui a une crue tout aussi importante, voire des fois plus importante sur certains secteurs. Elle a été peut-être moins documentée parce que très généralisée à l'ensemble des bassins versants du Nord-Isère à l'époque.
On va retrouver dans les années 2000 également des crues d'importance, pas aussi importantes que 83-93, mais également bien documentées. La dernière en date, c'est 2014. Donc aujourd'hui, on est plutôt reparti dans une période où on a une succession de crues, tous les 10 ans en tout cas, à minima, qui marquent le territoire. On est en 2023, on a connu des crues importantes, pas trop sur le territoire de la Gère, mais juste le territoire juste en dessous, hein, de la Sanne et de la Varèse, en 2021. Voilà, donc ça rejoint finalement le questionnement sur quel est le devenir, sur l'importance de ces crues au XXIe siècle dans un cadre de réchauffement climatique. Hein. Ben, on n'en sait trop rien. Donc soit on va continuer sur une série de crues finalement tous les 10 ans, ce qui sera très bien pour la culture et la mémoire du risque finalement. C'est les crues d'importance, mais sans qu'elles soient majeures, et elles sont en tout cas gérables à l'échelle des aménagements qui pourraient être faits, ou par rapport aux politiques de prévention qui pourraient être faites. Est-ce qu'on va aller vers une crue plus 19e ou 1750 encore? Ça, on n'en sait trop rien, mais ça reste aussi une possibilité. Ou est-ce qu'au final, on pourrait avoir de nouveau une période de calme hydrologique, pour le coup? Parce que ces périodes de calme hydrologique ne sont pas forcément marquées par des années plus sèches. C'est juste qu'on n'a pas de phénomène pluvieux intense. Mais au contraire, les années 70 et 60 ont été des années très pluvieuses, voire même supérieures au normal qu'on a pu connaître dans les années 90. C'est simplement que c'est des années un peu plus fraîches, des années un peu plus enneigées, et des années avec moins d'orages. Voilà. Là, l'explication climatologique, en fait, on l'a. C'est l'avantage de ces crues plus récentes, c'est qu'elles sont bien documentées pour qu'on puisse faire ensuite des chroniques météo vraiment assez précises. Donc la crue de 1983 est importante parce que c'est la première crue marquante depuis au moins 30 ans sur le territoire. Et les 30 années qui ont précédé, il ne s'est quasiment rien passé, rien de mémorable, pas de crue vraiment débordante, pas d'inondations et de dégâts importants. 83, c'est ce qu'on appelle un électrochoc finalement en hydrologie, de se rappeler qu'un cours d'eau peut être une menace et pas simplement un endroit paisible où on va pêcher. La crue de 83, elle est aussi généralisée à tout le bassin versant de la Gère, c'est-à-dire que tous les affluents sous-affluents rentrent en crue aussi à ce moment-là. Donc comme ça intéresse une grande portion de territoire, les gens sont tous concernés finalement au premier chef, qu'ils habitent Saint-Jean-de-Bournay, Estrablin ou Vienne, pour le coup. La crue de 83, elle permet aussi de se dire qu'il y a eu sans doute une perte de mémoire collective sur les crues importantes de ce cours d'eau et de ses affluents, et beaucoup d'aménagements qui ont été faits sans prendre en compte justement cette crue ou ces crues importantes. Donc 83, pour finir, est importante parce qu'elle relance complètement la politique d'aménagement du cours d'eau de la Gère, les zones d'expansion de crues, les aménagements de bassins versants, le réaménagement des ponts, des digues, toute une politique aussi par rapport au type de culture à mettre sur le bassin versant, à privilégier pour réduire les phénomènes de ravinement, de ruissellement. Et puis finalement, 83, c'est aussi l'année juste après 82. Hein. 82, c'est la loi PER, c'est les 4 NAT, c'est une grosse année marquante sur la prise en compte des risques au niveau national. Et survient à ce moment-là donc l'idée de réaliser des schémas directeurs d'aménagement, de mieux prendre en compte dans l'aménagement du territoire ces problématiques d'inondation au travers des plans d'occupation des sols notamment, restreindre les zones constructibles ou aménager des protections sur les zones déjà construites. On a quand même des inondations d'usines, de zones d'activité. C'est vraiment la commune de Vienne qui est de loin la plus touchée. On a des inondations sur les quais de la Gère, des sous-sols ou des premiers rez-de-chaussée d'habitation. Ça reste quand même des dégâts importants en termes pécuniers. On n'a pas de décès, on n'a pas eu de risques importants, heureusement, sur la population. C'est une crue qui est quand même assez longue sur son évolution. Mais voilà, en termes de coûts et de dommages, ça reste une crue très importante, d'autant qu'on ne l'avait pas connue les décennies précédentes. Alors, documenter les petites crues, en fait, c'est quand même important. Là, pour faire un peu aussi d'analyse hydrologique, c'est de montrer que toutes ces petites crues, finalement, c'est le bruit de fond
Et que ce bruit de fond, ce n'est pas celui qu'on cherche en effet pour dimensionner ni les ouvrages, ni la cartographie réglementaire finalement sur quel est le phénomène dont on doit se protéger. C'est tout aussi important d'avoir finalement ce bruit de fond, ce qu'on va appeler les petites crues, pour ensuite, en faisant un peu de pédagogie évidemment, et c'est important auprès de la population, en tout cas auprès même des décideurs, d'expliquer que c'est pas ça finalement qu'on recherche. Par contre, ces petites crues ont quand même aussi un intérêt parce que, aussi petites soient-elles, elles sont souvent très actives et très morphogènes, c'est-à-dire dans le lit mineur, il se passe beaucoup de choses. C'est souvent elles qui vont déstabiliser les berges, transporter de la végétation, etc. Donc elles sont quand même pas négligeables, c'est pas neutre de les prendre en compte dans des problématiques d'aménagement. Mais il est évident que, au travers de ces séries de petites crues, c'est pas ce qu'on va mettre en évidence sur le phénomène rare à prendre en compte. Or, on s'est quand même rendu compte que sur le Syrah, on avait une certaine abondance de crues majeures. Et alors, ces crues majeures, aujourd'hui, sont recensées dans la BDHI, la base de données nationale sur les inondations. On a recensé aujourd'hui une douzaine de crues sur le territoire du Syrah, dont 7 crues majeures, nouvelles, en tout cas, qui ont été bancarisées. Sur les 300 crues, évidemment, ce n'est qu'une fraction, ce n'est qu'un échantillon. Et c'est ces crues-là, en tout cas, qu'on veut porter dans la mémoire collective sur les crues d'importance et qui vont servir notamment pour l'affichage du risque, qu'il soit réglementaire ou qu'il soit plus au niveau du Syrah, par exemple, sur tout ce qui va être pédagogie et information du public. Voilà. Mais la petite crue garde son importance. On a des territoires, par ailleurs, en Isère, qui ne connaissent pas, finalement, de crues mineures. Et là, la mémoire du risque est peut-être encore plus perfectible. Parce que s'il s'écoule 40 ou 50 ans entre chaque crue importante, c'est 1 à 2 générations, il y a une perte de mémoire totale. Et les gens sont en plus habitués à avoir un cours d'eau qui n'a quasiment pas de crue. Donc l'importance de la crue qui arrivera surprendra d'autant plus. Le territoire du Syrah est peut-être un territoire où finalement on s'est rendu compte, et en tout cas sur les 4 vallées, qu'il y avait quand même une bonne mémoire de ces petites crues, donc il y a un rappel à l'ordre qui se fait assez souvent finalement. Voilà. La pédagogie à avoir maintenant, c'est de se dire, mais la crue d'importance, c'est pas celle-là, ça sera le double, ça sera le triple, ça sera le quadruple en fait du débit, ça va concerner des zones inondables bien plus larges. Voilà. Alors le territoire des 4 vallées est un territoire, oui, important par rapport au risque d'inondation. Tout le territoire du Syrah, de manière générale, et plus largement tout le secteur du Nord-Isère, du Nord-Ouest Isère, est un territoire important. Pour les inondations de tout type, donc à caractère torrentiel comme à caractère des fois plus lent. Ça, je pense que c'est lié à une particularité d'être sur la fin de course des perturbations, notamment qui causent des remontées cévenoles, pour le coup. C'est aussi un territoire qui a l'interface finalement entre des flux de sud, des flux d'ouest, des blocages aussi liés à l'anticyclone qu'on pourrait avoir plutôt à l'est. Donc finalement, sa particularité géographique, même s'il n'y a pas des grands dénivelés et grandes altitudes comme en zone de montagne, fait qu'il est à la croisée de plusieurs contraintes climatiques. Et on se rend compte que rien ne se dément aujourd'hui sur l'importance des inondations, elles sont récurrentes sur ce territoire, de toute façon. On a bien montré au travers de l'étude historique qu'elles étaient très importantes dans les siècles passés, pour des climats qui ont pu être un peu changeants et différents. Donc il y a plutôt une permanence finalement de ce risque, d'où l'importance de bien l'appréhender aujourd'hui en termes d'aménagement et de bien sécuriser tout ce qui peut l'être au niveau des territoires habités.